Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 5 de l'édition Flash, je vais vous parler d'un protocole pour augmenter sa résie sur poutre. Tout d'abord, je vais vous présenter le protocole, puis après, je vais peser le pour et le contre de travailler sa résie sur poutre, à qui c'est destiné, à qui ce n'est pas destiné, ce que j'en pense personnellement, parce que du coup, le protocole, je l'ai testé aussi personnellement. Ensuite, je vais vous présenter du coup un exemple de semaine type si vous voulez intégrer ce protocole dans votre routine d'entraînement. Et puis après, je ferai les réponses aux questions que vous avez posées en story. Vous avez été nombreux à réagir, du coup, merci d'avance pour tous celles et ceux qui s'impliquent dans ce processus de questions-réponses en story. Moi, ça me permet aussi de mieux répondre à vos attentes. Et du coup, j'ai pris note aussi de certains retours, notamment le fait que je pouvais dire des termes parfois un peu trop barbares, trop compliqués. Donc, en fait, je vais essayer de vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse comprendre dès la première écoute, tout simplement. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Et le protocole que je vais vous présenter, il a été publié dans l'étude qui s'appelle Effect of Different Hangboard Training Intensities on Figure Grip Strength, Stamina and Endurance, donc qui a été publié dans la revue Frontiers en 2022 par Devise et collaborateurs. Ce protocole, en fait, il est aussi disponible dans le livre La Force de Laurent Vigouroux, à la page 43. Donc il est détaillé très brièvement, mais il est quand même présent dans ce livre et franchement hyper intéressant, le livre au global. Donc je vous conseille de le lire si vous avez l'occasion de vous en procurer une copie. Mais donc pour revenir au protocole, donc ce protocole qui s'intitule F80, il a pour but en fait de développer la résie. Et donc, qu'est-ce que c'est la résie? La résie, c'est tout simple. Je vais vous mettre un graphe de force critique juste ici. Et en fait, sur ce graphe, toute la partie qui est au-dessus de la ligne de force critique, c'est la résie. Donc, c'est l'air sous la courbe, entre la courbe de force et le palier de force max, tout simplement. Ça correspond en fait à votre capacité anaérobie lactique. Et comme je le disais juste avant, dans une optique de vulgarisation, je vais pas trop rentrer dans les détails de pourquoi la filière, ceci, cela, comment ça marche, etc. Je vous invite à aller faire vos propres recherches, à lire l'article scientifique en entier, parce que du coup, c'est détaillé dans ce dernier. Et du coup, je passe directement à la démonstration du protocole. Donc ce protocole, il consiste en quoi? Il consiste à faire 3 séries. Dans ces 3 séries, on va faire 12 suspensions, de 10 secondes de suspension, 6 secondes de récup. Et en fait, là où le protocole il est intéressant, c'est que ces suspensions, elles vont être faites à 80% de force max. Et donc du coup, vous allez me dire, comment on calcule sa force max? Donc du coup, je vais vous dire exactement tous les calculs pour arriver à la bonne équation pour vraiment bien faire le protocole. Donc dans un premier temps, vous allez tester votre force max en isométrie overcoming, ça c'est hyper important. Si vous n'avez pas accès à un capteur de force, vous pouvez aussi le tester en suspension, mais du coup ce sera moins révélateur de votre niveau de résie global, parce que du coup il n'y a pas toute la chaîne de tirage qui va être engagée, ça va être juste les avant-bras. Et par expérience, je suis plus fan de faire des tests de force max en isométrie overcoming avec le bras fléchi, tout simplement parce que souvent, même si vous êtes capable de vous suspendre sur une prise, si vous n'êtes pas capable de tracter, vous n'allez pas pouvoir faire le move suivant. Donc en pratique, je trouve ça beaucoup plus révélateur de votre vrai niveau de grimpe de faire un test en isométrie overcoming plutôt que de faire un test en suspension passive, donc vraiment avec les deux bras lestés où on va chercher une suspension entre 3 et 5 secondes. Donc si vous avez accès à un capteur de force, vous testez votre force max sur le bras droit. Donc moi ce que je conseille, et ce qui est conseillé du coup aussi dans l'étude, c'est de faire ce test entre 5 et 7 secondes. En pratique, personnellement, je le fais aussi entre 3 et 5 secondes. Mais voilà, en gros, vous prenez la force moyenne entre 5 et 7 secondes sur la main droite, puis sur la main gauche, vous faites la somme. Et donc, ça vous donne votre force max théorique. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Les chiffres après de force max, je les ai un peu inventés parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait les tests. Donc du coup, là, dans l'exemple, je pèse 65 kg. Ma force max, c'est 1000 newtons. Donc 500 à droite et 500 à gauche. Donc je fais la somme, ça fait 1000. Donc ça fait environ 102 kg. Et donc du coup, pour avoir mon 80%, je fais 102 fois 0,8, ce qui fait 81,5 kg. Et donc en fait, c'est mon poids de corps plus 16,5 kg de lest. Ensuite, vous déterminez le palier de 70%. Je vais y revenir après. Mais donc du coup, moi, mon palier de 70%, c'est 102 fois 0,7, ça fait 71,5 kg. Donc ça fait poids de corps plus 6,5 kg. Donc en fait, le protocole va comme suit. Je vais réaliser des séries de suspension donc à 2 bras sur une prise. Alors la taille de la prise, c'est vraiment individuel. Moi, ce que je conseille en général, c'est de faire en sorte que vous ayez pas plus de 30 kg de lest. Parce qu'en pratique, plus de 30 kg de lest, c'est hyper galère. Et donc du coup, c'est beaucoup mieux de diminuer la taille de la prise et d'avoir moins de kilos de lest pour ce type d'exercice-là en tout cas.
sans descendre en dessous de 10 mm, je pense qu'en dessous de 10 mm c'est trop peu, et si jamais vous avez vraiment une force titanesque, là du coup je vous conseille plutôt de faire de la résie en unilatéral, donc vraiment tirage à fond sur la main droite puis sur la main gauche, sous le format un peu test de force critique. Mais voilà, on va dire pour le commun des mortels, ce test là vous allez le faire sur une prise entre 14 et 10 mm, avec à peu près 20 kg de lest au maximum. Donc ce sera déjà un très bon niveau de force max en fait, et du coup le protocole sera bien dans cette fourchette de poids là. Donc moi là dans mon exemple, je commence à 16,5 kg de lest, donc en suspension, 10 secondes de suspension, 6 secondes de récup, x 12. Alors dans la pratique, vous n'allez pas être capable de faire les 12 suspensions à 80%, ou alors si vous êtes monstrueux en rési et que du coup vous n'avez pas besoin de faire ce protocole, si dès la première séance vous réussissez à faire toutes les séries sans difficulté à 80%, bravo à vous, vous êtes monstrueux et vous n'avez pas besoin de travailler votre rési en fait, tout simplement. Il va falloir travailler d'autres choses en fait pour step up votre niveau de grimpe. Mais dans le cas où par exemple vous êtes à l'échec, donc quand je dis à l'échec, du coup ça va être le moment où je vais plus être capable de me suspendre. Imaginons qu'à la répétition numéro 5, j'arrive à me suspendre 5 secondes et que les 5 dernières secondes je continue pied au sol. Et que la répétition 6, je décolle pas du sol et que toutes mes répétitions, je les fais pied au sol, en fait, je continue la série de 12 répétitions tant que la force qui est affichée sur mon capteur, elle est supérieure ou égale à 70%. Donc moi, mon 70%, c'était 71,5 kg, donc mon poids de corps plus 6,5 kg. Donc en fait, ça veut dire que même si au baudrier, j'ai mes 16,5 kg de lest, et en fait, tant que je suis capable de tracter entre 16,5 kg de lest et 6,5 kg de lest en ayant les pieds au sol, en fait, je vais continuer la série. Et c'est ça, en fait, qui est hyper intéressant, c'est qu'on va aller super loin dans l'effort. Et donc, en fait, la série s'arrête si vous avez 2 échecs consécutifs à moins de 70%. Donc là, si je reprends mon exemple où j'étais à l'échec à la répétition 5, donc 5 secondes en suspension, 5 secondes pied au sol, mais où je continue à tracter sur la prise. Ensuite, la répétition 6, je décolle pas du tout, mais on va dire que j'arrive quand même à appliquer 74 kg sur la prise jusqu'à la fin de la répétition. Donc je suis encore au-dessus de mon seuil de 71,5. Ensuite, à la répétition 7, imaginons que je force à 68 kg. Donc c'est toujours plus que mon poids de corps, mais c'est moins que mon palier de 71,5 kg qui correspond à mes 70%. Donc là, c'est ma première répétition à l'échec. Et donc ensuite, répétition numéro 9, peut-être que je vais tirer que 64 kg. Et là, du coup, j'ai eu 2 répétitions d'affilée à moins de 70%. Donc, j'arrête la série. Et là, du coup, j'arrête la série, je démarre un chrono de 8 minutes, je prends mes 8 minutes de récup et je refais une deuxième série, puis une troisième série. En pratique, du coup, le protocole, il dure à peu près 30 minutes. Donc, les 3 séries cumulées, temps d'effort et temps de repos, ça dure à peu près 30 minutes. Et après, évidemment, il faut s'échauffer avant de faire ces séries-là. Donc, si on voit large pour le temps d'échauffement, si on prévoit 10 à 15 minutes, voilà, là, en gros, la séance de rési dure 45 minutes. Alors, vous allez me dire, ouais, 8 minutes de récup, c'est beaucoup. Et pas du tout. En fait, en pratique, 8 minutes, ça passe super vite, surtout quand vous êtes complètement pété. Parce que là, du coup, le niveau de dopage, il va être stratosphérique parce que vraiment, vous êtes à une intensité perçue qui est vraiment élevée parce que c'est votre 80%. C'est pas votre poids de corps qui peut être, ça se trouve, c'est 50% de votre max, votre poids de corps, ça se trouve, c'est 80% de votre max. Donc en fait, si on suit les protocoles classiques de suspension, où on fait par exemple 7 secondes d'effort, 3 secondes de récup au poids de corps jusqu'à l'échec, en fait, si mon poids de corps c'est 45% de mon max, on n'est même plus sur de la rési, en fait, on est sur de l'endurance ou alors de la force critique. Enfin voilà, après la terminologie, ça, chacun va appeler ça un peu comme il veut. Mais donc du coup, c'est pour ça que ce protocole est hyper intéressant. Donc en fait, ça m'amène à faire la transition du coup avec les pour et les contre de ce protocole. Alors les pour, c'est que déjà, il est hyper facile à mettre en place à partir du moment où vous avez un capteur de force. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué d'avoir un capteur de force. Vous pouvez adapter le protocole pour le faire sans capteur de force. Et là, du coup, au lieu de tester la force en isométrie overcoming, donc sa force max, son 100%, vous pouvez le tester en suspension max lestée, et après refaire exactement les mêmes calculs pour trouver votre 80% et votre 70%. Il faut juste faire attention à compter le poids de corps dans l'équation en fait. Donc 70% c'est votre poids de corps plus éventuellement une charge additionnelle. Donc voilà, le protocole il est vraiment adaptable et si vous le faites sans capteur de force, en fait vous pouvez le faire sous forme de drop set, c'est-à-dire que vous allez vous suspendre à 80%, quand vous êtes à l'échec à 80%, vous allez enlever le lest de 80%, mettre un lest de 70%, peut-être faire 2 ou 3 répétitions de plus et après du coup vous pouvez peut-être continuer au poids de corps, puis après éventuellement continuer pied au sol pour compléter les 12 répétitions. Donc voilà, ce protocole il est adaptable si vous n'avez pas de capteur de force, c'est ça qui est vraiment bien aussi et qui fait selon moi sa force. Mais si on part du principe que vous avez accès à un capteur de force, donc que ce soit un Team Deck ou une Smartboard,
Ce protocole il est hyper bien parce qu'en plus après vous avez le graphe qui est affiché et vous pouvez tout simplement comparer votre graphe d'une séance A à une séance B pour voir si vous progressez tout simplement parce que peut-être que d'intensité perçue vous allez avoir l'impression de stagner mais peut-être que vous allez mettre beaucoup plus de newton sur la prise et donc du coup votre easy est en train de progresser. Donc pour moi voilà, premier point positif, hyper facile à mettre en place parce que une fois que vous avez compris le protocole et que vous avez 2 créneaux de 45 minutes dans la semaine, du coup je dis 2 créneaux parce que le protocole il faut le faire 2 fois dans la semaine pendant 4 semaines, donc souvent un cycle de rési c'est à peu près ce temps-là que ça dure et là dans l'étude donc c'est ce qu'ils avaient fait, donc 2 séances par semaine de 45 minutes de rési du coup, enfin 30 minutes plus les 15 minutes d'échauffement et donc en fait voilà c'est super facile à placer dans une semaine, surtout si vous avez une vie active, si vous avez un travail, que vous n'avez pas le temps de passer 3 heures à la salle 4 fois par semaine pour faire des boucles de rési, des séances de volume qui n'en finissent plus. Voilà, ça c'est un énorme point fort selon moi, le temps que ça prend et le retour sur investissement par rapport à ce temps, parce que les gains que vous allez faire, ils vont être vraiment peut-être 2 fois plus élevés que ce que vous auriez pu faire en faisant des séances classiques, on va dire, juste en grimpant, et vous aurez passé 3 fois moins de temps à la salle. Donc voilà, de ce point de vue-là, vraiment optimisation du temps. Pour moi, c'est un game changer. Après, bien sûr, c'est toujours une histoire de facteurs limitants. Je vois déjà venir les commentaires qui vont dire oui, mais la rési, ça se travaille dans l'effort, avec le mouvement, etc. Oui, bien sûr. Mais physiologiquement parlant, là, je m'intéresse vraiment que à la partie physio. Si votre facteur limitant, c'est vraiment votre rési d'un point de vue physiologique, et que vraiment vous n'arrivez pas à enchaîner votre voix parce que vous êtes trop pété, pas parce que vous avez mal géré votre rythme, mal géré votre respiration, paniqué à un point, pas trop eu le mental de s'engager. Tout ça, c'est d'autres facteurs limitants qui, bien sûr, impactent la performance, qu'il faut travailler. Mais si c'est pas votre facteur limitant à vous et que votre facteur limitant, c'est vraiment j'ai besoin de rési, et ça, du coup, pour savoir si vous avez besoin de rési ou pas, je vous invite à vous faire tester par un coach. Toujours le même conseil, mais hyper important. Parce que si ça se trouve, vous avez déjà ce qu'il faut, physiologiquement parlant, pour enchaîner telle ou telle cotation. C'est juste que vous mettez peut-être pas assez d'énergie dans l'accomplissement de votre objectif. Enfin déjà, il faut que ce soit un objectif de sortir telle ou telle cotation ou de sortir telle ou telle voie d'ailleurs. Enfin, on n'est pas obligé de se mettre des objectifs de cotation. Mais voilà, en fait, si vous manquez vraiment de rési, ce protocole, il est excellent. Ensuite, le deuxième pour, c'est le fait que ça ne va pas vous abîmer la peau. Parce que souvent, ce protocole, on va le faire sur une poutre en bois. Et le bois, du coup, ça a tendance à beaucoup moins abîmer la peau que des séances de rési où on va faire des boucles sur spray wall, sur des prises qui souvent ont un peu de grain. Et en fait, ça va poncer la peau, tout simplement. Donc, pour moi, en fait, c'est un gros point positif parce qu'imaginons, du coup, après, je vais vous donner un exemple de semaine type. Donc dans cette semaine type, je prends le cas de quelqu'un qui peut grimper une fois par semaine en falaise et le reste de la semaine qui a accès à une salle ou alors qui a une poutre à la maison en fait pour faire 1 ou 2 séances. Et en fait dans cet exemple-là, si la personne elle fait ses séances sur des boucles de rési et qu'elle abîme sa peau et que le week-end elle va grimper en falaise et qu'elle a plus de peau, juste elle pourra pas enchaîner sa voie, mais pas parce qu'elle a pas de rési, pas de mental ou quoi, juste parce qu'elle a plus de peau en fait. Donc pour moi c'est un gros facteur limitant à prendre en compte. La condition de votre peau et du coup ce protocole de rési il est excellent pour ça parce que du coup vous allez pas du tout abîmer votre peau, enfin c'est possible de l'abîmer un peu mais ça va être beaucoup moins que si vous faisiez des circuits ou des séances de volume vraiment très très longues. Ensuite du coup les points négatifs de ce protocole en particulier pour l'avoir vécu aussi et expérimenté, le facteur mental il est très très limitant. Ça veut dire que vraiment, il faut avoir le mental de se dire, ok, là, je vais vraiment donner mon max sur la série, je vais forcer à fond. Et en fait, quand vous êtes tout seul, c'est super dur à faire. Si vous n'avez pas un collègue qui vous crie dessus pour vous dire, allez, défonce-toi, là, défonce la prise, c'est super dur d'entraîner l'endurance et surtout quand c'est de la rési comme ça, donc à haute intensité. Si vous n'avez pas un soutien psychologique, on va dire. Et du coup, pour l'avoir testé et pour avoir fait du coup les séances tout seul et accompagné avec quelqu'un qui faisait la séance avec moi en parallèle, en fait ça n'a rien à voir et je trouve que le mental c'est vraiment un très très gros facteur limitant et donc c'est pour ça souvent aussi que dans les études les expérimentateurs on est là pour encourager les participants, c'est pour les pousser tout simplement à ne pas lâcher sur le facteur mental, mais voilà c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Si vous avez tendance à abandonner rapidement quand ça devient dur en termes d'intensité perçue, peut-être que ce protocole-là, il n'est pas pour vous et que vous n'arriverez pas à le mettre en pratique si vous êtes tout seul. Donc, gros point négatif à prendre en compte selon moi. Et le deuxième gros point négatif, je vais pas citer tous les points négatifs parce qu'on pourrait en citer 5, 6, et pareil pour les points positifs, on pourrait en citer des dizaines. Mais moi, le deuxième gros point négatif, ça va être que c'est épuisant physiquement parlant.
Vraiment, après les 30 minutes de rési, vous ne pouvez plus grimper. En fait, vous avez plus d'énergie, vous avez plus d'influx. Juste, vous avez envie de rentrer à la maison et de dormir, tout simplement. Donc, en fait, moi, ce que je conseille, du coup, je vais vous donner un exemple de semaine type juste après. Mais c'est de faire le protocole des jours où vous ne grimpez pas. Et aussi, du coup, en fait, ça vous sert d'entraînement pour les doigts. Il y a aussi un transfert de force, enfin des gains sur la force max. Et donc, du coup, ça me permet de faire la transition avec l'exemple de semaine type. Donc l'exemple de semaine type, je vous l'affiche directement à l'écran, juste ici. Et donc du coup, par exemple, la journée du lundi, ça va être protocole F80 plus antagoniste. Alors antagoniste, ça va être en gros pec, épaule, triceps, un peu tout ce qui est prévention des blessures et équilibre du physique au global. Mardi, du coup, vous allez faire une séance de bloc max ou de voie max selon votre objectif, selon votre style de grimpe, etc. C'est possible de faire les deux aussi, faire une séance hybride mi-bloc, mi-voie, ça peut être intéressant, surtout si dans votre objectif, il y a par exemple un gros crux où vous manquez un peu de puissance et de force max pour passer ce crux, mais qu'il y a quand même du coup après la dimension rési qui rentre en compte. Ça peut être intéressant par exemple de faire du bloc en 4x4 et après d'aller grimper en diff plus en mode voie max. Ça peut être hyper intéressant de faire ça dans la même séance. Il faut bien gérer l'intensité, etc., mais c'est carrément possible. Mercredi, du coup, repos. J'ai mis aussi / cardio non spécifique. Ça peut être intéressant de faire du cardio non spécifique. Donc, quand je dis non spécifique, ça veut dire en gros du cardio sur les jambes, style juste un petit footing de 30 minutes, du vélo, voilà, de la marche. Donc vraiment quelque chose qui va pas vous fatiguer le haut du corps, mais qui va quand même vous permettre de faire circuler le sang, de brûler quelques calories, de garder une bonne condition physique, voilà, tout simplement. Ensuite, jeudi, rebelote, F80, deuxième séance, plus antagoniste, si c'est votre point faible, les antagonistes. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des personnes qui ont besoin de faire les antagonistes 2 fois dans la semaine. Donc si c'est votre cas, hop, deuxième séance antagoniste en plus du F80. Vendredi, repos, parce que du coup, samedi, c'est votre jour de falaise performance. Et donc du coup, c'est vraiment le samedi que vous allez essayer de perfer, essayer de sortir votre projet, etc. Et donc du coup vendredi repos absolument, et du coup dimanche repos, comme ça après vous réattaquez la semaine le lundi en étant frais pour continuer le protocole. Donc voilà, c'est une semaine type que vous pouvez répéter pendant à peu près 4 semaines, parce que du coup le protocole est censé durer 4 semaines. Moi d'expérience, ce que j'aurais tendance à faire, c'est après ces 4 semaines, de faire une semaine de deload, une semaine de récup active, donc pour encore plus avoir l'effet de surcompensation. Et du coup dans l'étude de Devise et collaborateurs, on se rend compte que les gains sont conservés pendant à peu près 2 à 4 semaines en arrêtant de faire le protocole. Ça veut dire que, imaginons de la semaine 1 à 4, vous faites le protocole, semaine 5 deload, et jusqu'à la semaine 8 où vous ne faites pas le protocole, donc si vous faites 0 rappel de rési et 0 entraînement rési autre, vous allez en gros conserver vos gains pendant à peu près 4 semaines. Donc c'est hyper intéressant de savoir ça, parce que du coup là ça rentre dans la stratégie d'optimisation de la performance, où en fait vous allez diminuer votre fatigue parce que vous avez plus les séances F80, et vous allez en plus avoir du temps pour vous investir dans votre projet. Donc du coup suite à la semaine de deload, vous avez encore 3 semaines qu'on va appeler des semaines de peaking, où en fait vous allez être au top de votre forme, parce que vous allez ne plus avoir la fatigue du protocole F80, vous allez conserver vos gains, donc vous allez encore avoir vos gains en rési, en endurance et même en force max parfois, si vous êtes un peu débutant encore en force max, qui vont rester pendant ces 3 semaines supplémentaires. Et là du coup les 2 séances où vous faisiez le protocole F80, vous pouvez les combiner en une seule et consacrer une séance de plus à votre projet par exemple. Donc là dans l'exemple ça pourrait être par exemple samedi dimanche, les 2 jours d'affilée vous allez en falaise pour continuer votre projet et vraiment mettre des runs, à essayer d'enchaîner, à travailler les moves, etc. Donc ça peut être hyper productif, et c'est ce qui peut, je pense, vous débloquer des paliers de progression, parce que du coup vous allez être tout simplement dans un pic de forme, parce que vous allez avoir les gains qui vont rester et la fatigue qui va diminuer, donc, et en plus vous allez avoir du temps pour aller dans votre projet. Donc c'est vraiment win-win, tout simplement. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie présentation du protocole, comment le mettre en pratique, et du coup je vais rentrer dans le dernier point, qui est à qui est destiné ce protocole. Alors en fait moi ce protocole je le recommanderais à toutes les personnes qui veulent travailler leur rési parce que soit ils sentent qu'ils en ont besoin, soit parce que du coup vous avez fait un testing avec un coach et que le coach vous a dit voilà vous manquez de rési, et donc du coup si vous êtes dans ce cas-là et que vous n'avez pas accès à un coach pour vous faire des séances de rési sur spray wall par exemple, donc il va vous apprendre à vraiment faire des boucles de rési, à comment bien s'entraîner, faire des séances de voix vraiment axées entraînement rési. Voilà, si vous n'avez pas accès à quelqu'un, un mentor ou un coach ou même un ami qui s'y connaît pour vous guider dans ce process-là, je pense que pour un débutant en rési, c'est hyper contre-productif d'essayer de le faire tout seul, parce que souvent l'intensité va être mal gérée, vous avez plus tendance à accumuler trop de fatigue et à vous blesser après dans votre projet.
Donc vraiment, je recommanderais en fait ce protocole à toutes les personnes qui n'ont jamais trop entraîné leur rési, qui savent pas trop par où commencer et qui voudraient vraiment commencer par un protocole. Et du coup, bah, si jamais vraiment vous n'avez jamais fait de rési, je vous conseille peut-être de commencer par le protocole F60, qui est en fait quasiment pareil que le protocole F80, mais où juste les seuils de force vont être plus bas. Donc là, le seuil de force, ce sera 60%, et ce sera 24 répétitions au lieu de 12. Mais du coup, il y aura que 2 séries. Enfin voilà, je vous invite à aller regarder le protocole à la page 43 du livre La Force. Ceci n'est pas un placement de produit, c'est juste que voilà, le livre est vraiment bien. Mais en tout cas, si jamais les sponsors passent par là, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Insta, par mail. Voilà, je suis ouvert à toute collaboration sponsorisée, surtout si c'est du bon contenu comme ça. Moi, ça me régale. Et donc du coup, bah, je vais passer tout simplement à la partie réponse aux questions. Ok, donc du coup, bah, je vais passer à la partie réponse aux questions. Donc première question que j'ai eue, c'est à quelle vitesse on voit les progrès avec ce genre de protocole et pourquoi c'est plus rapide que les protocoles de Force Max. Alors cette question, elle est hyper intéressante. Donc du coup, bah, la vitesse à laquelle on voit les progrès, bah, souvent en 4 semaines, pour vous donner un ordre de grandeur, on peut espérer gagner entre 25% et 50% de rési. Donc c'est énorme en fait en 4 semaines. Jamais vous pourrez gagner 25% de force max en 4 semaines, c'est pas possible. Enfin, ou alors vous êtes très très débutant ou en retour de blessure, mais voilà, si vous êtes un individu normal, surtout qui a déjà de l'expérience en entraînement, jamais de la vie vous faites plus 25% de force max en 4 semaines. Donc cette question elle est hyper intéressante. Donc du coup, bah, la vitesse à laquelle on voit les progrès, je dirais que dès la 3e, 4e séance, donc déjà dès la 2e semaine de protocole F80, on voit déjà les gains. Même dans sa grimpe, on le sent qu'on est beaucoup plus résistant, endurant, on se sent plus léger sur les prises, on a l'impression qu'on grimpe mieux en fait tout simplement parce qu'on va avoir un peu plus de marge sur les prises, même en termes d'endurance, enfin même en termes de force pardon. Et puis même ouais, niveau santé des doigts, perso le protocole je l'ai adoré parce que mine de rien, bah, comme c'est quand même des suspensions assez longues, donc 10 secondes c'est vraiment long pour des suspensions, bah en fait ça va aussi avoir un impact sur la santé des tendons et donc du coup vraiment on se sent vraiment bien après avoir fait ce protocole F80 psychologiquement parce qu'on est allé au bout d'un protocole dur et même physiquement parce que du coup bah, on est beaucoup plus résistant, beaucoup plus endurant et parfois des fois même un peu plus fort. Dans l'étude là on voit des gains entre 8 et 10% des fois de force max. Et donc du coup, bah pourquoi c'est plus lent pourquoi c'est plus rapide que de gagner de la force max? C'est parce qu'en fait c'est des adaptations physiologiques. Donc la capacité anaérobie lactique, voilà en gros c'est votre capacité à resynthétiser l'ATP via différents substrats. Et pour faire très simple, en gros ça va se baser sur la glycolyse. Mais voilà, je dis déjà trop de termes un peu barbares, là on sort un peu de la vulgarisation, mais voilà, en gros dites-vous que c'est des adaptations physiologiques qui sont assez rapides, contrario aux adaptations nerveuses et structurelles qui sont vraiment très lentes à apparaître et où bah, la consistance en termes de nombre de séances et nombre d'années de pratique va être beaucoup plus révélatrice de votre vrai potentiel de force max. Donc ensuite, deuxième question, comment conserver les adaptations après le protocole? Alors du coup, là je vous ai dit juste avant que en général en 4 semaines on perd à peu près les gains qu'on avait fait et on revient à peu près au point de départ. Donc vous allez me dire ouais 4 semaines d'entraînement pour seulement 4 semaines de forme et après on retourne au point de départ, c'est un peu barbare. Alors oui, sauf que là c'est dans le cas où vraiment vous arrêtez complètement l'entraînement en rési pendant les 4 semaines qui suivent le protocole. Donc du coup moi ce que je recommande de faire, c'est de faire ce qu'on appelle une séance de rappel. Du coup là ce serait carrément une séance de rappel de rési. Et dans cette séance, par exemple, au lieu de faire 3 séries de 12, on peut peut-être faire seulement 2 séries de 12 et seulement à 70% par exemple. Et déjà, rien qu'avec ça, vous allez conserver votre niveau de rési pendant beaucoup plus longtemps, sans accumuler trop de fatigue. Donc moi, c'est vraiment une solution que je mettrai en place avec quelqu'un qui a envie vraiment de conserver son niveau de rési suite au protocole. Et du coup, bah, le fait de grimper en voie max, donc du coup, bah, à des intensités de rési, du coup, va aussi vous permettre de conserver vos gains. Donc en général, je dirais que si vous continuez à vous entraîner, et surtout si vous continuez à grimper dur en termes d'intensité rési après ce protocole-là, bah, vous allez pouvoir conserver vos gains pendant une durée indéterminée qui va être la durée pendant laquelle vous allez être en forme et capable de grimper jusqu'à la prochaine saison où vous allez avoir besoin de plus de force max et vous allez repasser en entraînement de force max, etc. Mais voilà, c'est totalement possible de conserver ses gains. Il faut juste être stratégique, faire des séances de rappel et travailler la qualité, solliciter la qualité qu'on a travaillée en grimpant, donc du coup là en faisant de la voie max. Donc la question suivante c'est peut-on répéter indéfiniment le protocole, dans le sens où du coup
si on perd les gains en 4 semaines, est-ce que si on enchaîne plein de fois le protocole, on va avoir plus de gains ou au moins est-ce qu'on va les conserver? Alors du coup, je pense que c'est vraiment une histoire de dose-réponse et c'est comme dans tout dans le sport, plus on est débutant dans quelque chose, plus on progresse vite. Donc là, les chiffres que je vous disais tout à l'heure de plus 25% à plus 50% de rési, c'est vraiment quand on est débutant en rési. Quand on est déjà expérimenté, déjà 10% en 4 semaines, c'est énorme. Donc du coup, vraiment, en fait, il y a cet effet de dose-réponse où plus vous allez répéter le protocole 4 semaines d'affilée. Donc si vous faites protocole 1, 4 semaines, une semaine de récup, encore 4 semaines de rési, donc de F80, puis une semaine de récup, puis encore 4 semaines de rési, peut-être que la première fois, vous allez gagner 25%, la deuxième fois 10% et la troisième fois 5%. Donc vous allez quand même continuer à gagner de la rési parce que ça reste subjectif par rapport à votre 100% de force max que vous retestez au début de chaque cycle, ça aussi je le précise. Et donc du coup, en fait, tout simplement, je pense que faire plus que 2 fois d'affilée ce protocole, c'est déjà trop et les retours sur investissement sont trop faibles en fait en termes de temps et d'énergie investie. Vous n'allez pas avoir de gain dans votre performance en grimpe. Donc je dirais que si vraiment vous manquez de rési, le faire 2 fois d'affilée, donc 4 semaines de F80, 1 ou 2 semaines de récup, 4 semaines de F80 et encore 1 ou 2 semaines de récup, ce serait un schéma qui est faisable. Ensuite, la question suivante, c'est quand faire ce protocole. Alors, cette question-là, en fait, le quand, il est plus axé sur la période de l'année en termes de périodisation. Alors moi, je recommande de faire ça, du coup, avant une période de performance. Donc, si vous savez que pendant 4 ou 5 semaines, vous allez être en forme pour des compétitions de diff, 4 semaines avant, vous faites le protocole F80, du coup 5 semaines, parce qu'il y a une semaine de récup active. Puis après, du coup, période de compétition. Donc c'est vraiment une histoire de périodisation et de planification de l'entraînement, où en fait il faut se dire, ok, quand est-ce que j'ai envie d'être en forme? 5 semaines avant, je me mets un petit protocole F80. Donc voilà, il y a ça. Et il y a aussi le quand dans l'optique d'une progression continue. Si on veut juste progresser de manière continue, de manière linéaire un peu, et qu'on se dit, voilà, là je sors d'un cycle de force max, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais un cycle de force max? Est-ce que je fais un cycle de rési? Ça peut être intéressant de mixer un peu les intensités, et donc du coup de faire par exemple 12 semaines de force max, 4 semaines de rési, 6 semaines de récup, et après refaire un autre cycle. Donc voilà, c'est vraiment individuel. Donc là, pour répondre globalement, je dirais que ça répond assez bien à la question. Et après, pour rentrer plus en détail, je vous invite à vous rapprocher d'un coach pour qu'il vous planifie votre entraînement tout simplement. Et si jamais ça vous intéresse, je propose ce genre de service en visio où j'analyse votre entraînement et je vous dis, voilà, peut-être que là, suite à tes 12 semaines de force, ça peut être intéressant de faire 4 semaines de rési en fonction de ton objectif, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram tout simplement. Ensuite, question suivante, un grimpeur veut augmenter sa rési sur une année complète, comment tu le mettrais en place? Voilà, du coup, j'ai répondu un peu à la question d'avant. Là, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend vraiment du grimpeur. Mais moi, je partirais dans une optique où on va d'abord faire un cycle de volume, puis un cycle de force max, puis un cycle de rési. Et en fait, on va répéter un peu ce schéma à l'infini. Pour ceux que ça intéresse, c'est ce que préconise Eric Hurst dans le livre Training for Climbing. Et donc lui, il appelle ça la méthode 4-3-2-1, où en fait il va faire 4 semaines de volume, 3 semaines de force, 2 semaines de rési, une semaine de taper, d'affûtage. Et en fait il répète ce cycle 4-3-2-1 à l'infini. Et moi personnellement, c'est ce que j'ai mis en place dans mes jeunes années d'entraînement, et ça a super bien marché. Donc à l'époque je connaissais pas le protocole F80, mais depuis que je le connais, du coup ce que je fais en fait en général, c'est que je vais faire par exemple 4 semaines de volume, 4 semaines de force et 4 semaines de rési, et je vais répéter ce protocole là du coup à l'infini, bien que la rési je la travaille que spécifiquement si j'en ai vraiment besoin, mais voilà, ça peut déjà donner un élément de réponse. Ensuite, c'était pas une question, c'était plus une affirmation. La personne me dit qu'elle a déjà essayé ce protocole, du coup qu'elle a vu dans le livre La Force, et qu'elle a trouvé ça extrêmement dur. Du coup, ce que j'ai dit à cette personne, en fait, c'est qu'il faut juste ne pas hésiter à adapter les pourcentages. Peut-être que 80-70% c'est trop élevé pour vous, et que par exemple faire 70%, 60% c'est déjà très bien. Peut-être aussi réaugmenter un peu la taille de la prise. Enfin voilà, il y a plein d'ajustements possibles. Donc n'hésitez pas à l'adapter à votre propre niveau tout simplement. Ensuite, j'ai une question hyper intéressante, donc qui est en 2 parties, je vais la lire en entier. Est-ce que ce protocole F80 ne manque pas un peu de spécificité pour être utile en escalade? Par exemple, mon ami tient 10 minutes en dead hang, donc en suspension sur une barre de traction, et moi 4 minutes, mais je tiens bien plus longtemps en voie que mon ami. Donc en gros, là, cette personne, elle me demande si le protocole F80, il va se transférer à la grimpe, et si en fait le fait que son pote se suspend plus longtemps que lui en dead hang, et que lui se suspend que 4 minutes et son pote 10 minutes, il trouve que ça n'a pas d'impact sur la performance en diff.
Donc du coup, il me demande si ça pourrait avoir un impact similaire. Ça veut dire que est-ce que peut-être que si ma rési progresse grâce au protocole F80, est-ce que mon niveau de grimpe va progresser tout simplement? Alors déjà, premier point, le dead hang, donc la suspension sur barre de traction, c'est pas du tout corrélé à la performance en escalade. Moi, je le vois plus comme un test de mental et de tryhard. Donc c'est vraiment votre capacité à aller loin dans l'effort. Mais pour le coup, c'est pas du tout spécifique à l'escalade. Et le fait que son pote tient 10 minutes et lui que 4 minutes, il m'a pas dit de cotation pour son niveau et le niveau de son pote, mais je vais te dire un truc au pif. Imaginons que lui, il grimpe 7 ses voies en tenant que 4 minutes en dead hang et son pote, il grimpe 7 à voix en tenant 10 minutes en dead hang. Ça veut tout et rien dire en fait, parce que du coup, le dead hang, c'est pas du tout corrélé à la performance en escalade. Donc déjà, c'est comme si tu disais, bah voilà, mon pote il fait 20 pompes, j'en fais 25, mais je grimpe pas plus fort que lui. Bah ouais, forcément, bah les pompes c'est pas très lié à la performance en escalade. Et là du coup, bah je vous invite à vous référer à mes différents autres podcasts où bah du coup je vais énumérer les facteurs limitants de la performance. Et je dirais facteur limitant de la performance numéro 1, la force doigt, numéro 2, la force bras, et après bah, toutes les variantes, la puissance bras, le RF des doigts, etc. Et aussi bah, tout ce qui est force critique. Mais voilà, premier point, le dead hang, donc la suspension sur barre de traction à deux bras et juste on tient le plus longtemps possible, c'est pas du tout indicateur de la performance en escalade. Déjà ça, il faut oublier de se comparer sur un exercice qui n'a aucun lien avec la perf. Ensuite, le fait que la rési sur poutre soit spécifique ou non à la grimpe, alors c'est pas spécifique à la grimpe, mais les adaptations physiologiques sont spécifiques. C'est-à-dire que si vraiment c'est votre facteur limitant, le fait que vous manquez de rési, faire le protocole F80, ça va vous débloquer un palier parce que vous allez débloquer la capacité à durer plus longtemps dans l'effort. Et si votre technique, votre mental, vos objectifs et votre tactique, c'est au point, et que vraiment vous aviez juste besoin d'un petit boost en physique, et c'est vraiment ce qui vous manquait. Donc pour le coup, je pense que c'est juste, il faut être honnête avec soi-même, faire une bonne analyse, ou si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, de faire appel à un coach pour en plus avoir un regard extérieur, parce que des fois c'est très dur d'être objectif avec soi-même. Mais une fois que du coup le coach vous a vraiment dit ok tu manques vraiment de rési et pas de mental, de technique, de rythme, de respiration, etc. Et là du coup ça peut être intéressant de faire le protocole. Et aussi ça m'amène à un deuxième point, c'est à qui se comparer et est-ce que c'est productif de se comparer à des gens dans une optique de progression. Alors à qui se comparer? Moi j'aurais tendance à dire comparez-vous à des personnes qui sont un tout petit peu plus fortes que vous. C'est-à-dire que imaginons que vous grimpez dans le 7 des voies, comparez-vous à des grimpeurs de 7 voies par exemple et essayez d'analyser qu'est-ce qu'ils ont en plus que vous et qu'est-ce qu'ils font que vous ne faites pas qui peut expliquer cette différence. Que ce soit tous les facteurs, hein, physique, technique, psychologique, le temps qu'ils vont passer en falaise, etc. Vraiment, n'hésitez pas à analyser ça et à vous dire, ok, peut-être que lui, il passe 8 heures par semaine en falaise, moi j'en passe que 2. Peut-être que si je passais 4 heures par semaine, peut-être que j'aurais un meilleur niveau. Déjà, rien que ça peut déjà vous donner une indication sur l'énergie et le temps que ça demande de s'investir dans l'activité escalade parce que c'est super chronophage. Et ça revient au point que je citais précédemment dans le podcast, de dire que au moins le protocole de rési sur poutre, c'est très rapide à caler dans sa semaine, et du coup peut-être que vous aurez plus de temps pour aller en falaise, au lieu de travailler votre rési en salle, à faire des circuits, et vous dire au final, ah bah merde, cette semaine j'ai pas le temps d'aller en falaise. Donc du coup voilà, comparez-vous en fait à des gens qui sont juste un tout petit peu plus forts que vous, et ça peut être aussi valable pour le bloc, hein. Et je dis un truc au pif, imaginons vous êtes dans le 7B bloc, comparez-vous à des grimpeurs de 7C bloc, et en fait évitez surtout de vous comparer à des personnes qui sont trop fortes. Souvent ça va être les personnes des réseaux sociaux, les athlètes de haut niveau, etc. Parce qu'en fait c'est juste pas le même sport. Quand on sait tout le travail que ça demande, l'implication en termes de temps. Déjà, si vous avez un job qui vous prend du temps et de l'énergie mentale, vous pourrez pas avoir un haut niveau de performance. Enfin, en tout cas, vous pourrez pas être à votre potentiel maximum. Donc peut-être que votre potentiel maximum, je dis un chiffre au pif, c'est 9A, et que 9 à voix, et peut-être que si vous aviez du coup comme vous avez un job, vous êtes bloqué dans le 8B parce que tout le temps que vous pouvez pas investir, ça vous ralentit dans votre progression. Donc voilà, vraiment ne pas se comparer aux athlètes de haut niveau, mais du coup 8B ça reste un très très bon niveau, hein, mais peut-être que pour quelqu'un son potentiel max c'est 8A, et le fait d'avoir un job ça va le limiter au 7B quoi. Donc vraiment ne pas se comparer aux athlètes de haut niveau, couper les réseaux sociaux, vraiment c'est hyper délétère je trouve, et bien souvent ça amène plus à des remises en question, à se dire ah ouais mais vas-y pourquoi je fais ça, je suis trop nul, etc. Enfin c'est rarement positif comme feedback ce qu'on va voir sur les réseaux.
Donc voilà, premier point, comparez-vous, enfin si vous vous comparez à des gens, comparez-vous à des gens un tout petit peu plus forts que vous. Et ensuite, en fait, moi je trouve le plus productif, c'est se comparer à soi-même et se comparer à son ancien soi-même et se dire, ok, bon bah il y a 2 ans j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Est-ce que c'est mieux? Et si c'est pas mieux, pourquoi c'est pas mieux? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place? Sur quel point ou quel point j'aurais pu bosser? Et en fait, je pense que dans une optique de progression continue et dans une optique de progresser en escalade en général, en fait, se comparer à soi-même, c'est vraiment le plus important parce que du coup, vous allez vraiment avoir un retour objectif et vous dire bon bah ok, là l'année dernière je faisais 40 kilos en traction et je grimpais 7 B blocs. Cette année je fais 50 kilos en traction et je grimpe 8 à bloc. Bah ok, j'ai progressé. Alors que si vous êtes, je sais pas, par exemple, bon bah il y a 2 ans je grimpais 7 à voix après travail, aujourd'hui je grimpe plus que 6 C parce que j'ai plus le temps de m'investir dans mon entraînement à cause de mon job, etc. Bah là vous pouvez avoir une analyse et vous dire bon bah ok, peut-être que mon niveau il a baissé, mais parce que je m'investis dans d'autres activités qui me font plus plaisir, ou alors peut-être que là vous allez vous rendre compte que vous investissez trop de temps dans votre travail et que vous n'avez pas envie d'investir dans votre travail. Donc voilà, c'est vraiment individuel, faut faire l'analyse. Et il faut se dire quels sont mes objectifs et quel était mon point de départ et mon point d'arrivée, et en fait juste voir si vous avez progressé en fait tout simplement. Et moi je trouve ça beau en fait de se comparer à son ancien soi-même et se dire ok j'ai progressé sur telle ou telle métrique, sur tel ou tel aspect de la grimpe, sur telle ou telle cotation. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper stimulant, et donc en fait je trouve ça pas très productif de se comparer à des gens autres que vous-même, sauf si vraiment vous êtes un peu dans une optique de voir à quelle vitesse c'est possible de progresser, etc. Là, ça peut être intéressant, mais encore, c'est tellement individuel, ça dépend de tellement de facteurs que, pour moi, global, se comparer aux autres, c'est pas hyper intéressant. Si ce n'est juste pour avoir un repère, par exemple, de force physique, de vous dire que, voilà, si cette personne, elle a la force de faire telle cotation avec cette métrique-là, par exemple, elle fait 8 à bloc alors qu'elle a 50 kg en force doigt sur la prise de 20 mm. Peut-être que si vous êtes à 65 et que vous faites le même poids de corps, peut-être que vous avez largement la force de faire 8 à bloc et que juste vous vous investissez pas assez dans ce projet-là et donc du coup ça sort pas tout simplement. Donc hyper intéressant parce que du coup ça prouve que en fait la grimpe c'est vraiment multifactoriel, qu'il n'y a pas que les métriques, il n'y a pas que les cotations, il n'y a pas que, enfin voilà, ça dépend vraiment de trop de facteurs et il faut vraiment faire une analyse globale pour se dire ok est-ce que je manque de rési, est-ce que mon pote il est plus fort que moi, etc. Enfin voilà. Mais j'espère que j'ai répondu à la question. C'était un peu long, mais je pense que c'était important d'évoquer ce point-là, de la comparaison et tout, parce que forcément on se compare tous à des gens. Et ensuite, dernière question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à travailler en priorité pour la rési avant la poutre? Et cette personne, elle a totalement raison, et ça revient du coup à tout ce que je disais juste avant, à tous les facteurs limitants qui peuvent vous empêcher de progresser, le mental, la technique, la tactique, comment vous allez bouger sur le mur, comment vous allez respirer, voilà, tout ça, ça rentre en compte dans la performance. Et si vous vous rendez compte que c'est un de ces facteurs-là qui limite votre performance, tout simplement, vous n'avez pas besoin de faire de la rési sur poutre. Donc ça répond à la question tout simplement. Écoutez, c'est tout pour ce podcast flash. Là du coup pour le prochain épisode, je pense que je vais parler d'un protocole du coup pour augmenter sa force critique. Comme ça on aura fait toute la boucle. On aura fait la force max, la rési et la force critique. Et du coup j'expliquerai beaucoup plus en détail pourquoi c'est intéressant d'avoir une force critique plus élevée. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires ou en message sur Instagram. N'hésitez pas à me mettre un petit avis de 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast également. Donc voilà, je vous invite vraiment à laisser ces petits reviews de 5 étoiles. En tout cas, sur Spotify, je suis hyper content parce que là, du coup, j'ai vu qu'on a atteint les 200 abonnés. Pour moi, c'est vraiment beaucoup, 200 abonnés sur un podcast qui parle de prépa physique en escalade. Donc je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, de tous les retours que j'ai pu avoir par message privé ou quoi, tout ce qui était routine mobilité, etc. Ça vous a vraiment plu. Donc n'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes, à m'envoyer des messages sur Insta pour que je vous envoie les routines, etc. Moi, ça me fait très plaisir de vous aider à progresser. Et enfin, si vous voulez me contacter pour une demande de coaching, ça se passe dans le formulaire de ma bio Instagram. Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas, ça se passe en message privé sur Instagram. Sur ce, moi